Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au Salon Congo. Salon Congo, c'est l'émission de ceux qui font l'actualité en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, la CENI ne saura organiser les élections dans le délai constitutionnel. Les rideaux sont tombés sur le dialogue politique convoqué par le chef de l'État, conformément à la résolution 2277. Bruxelles, Washington maintiennent la pression sur Kinshasa pour les élections en 2017. À l'issue du dialogue, un accord a été dégagé. La primature à l'opposition, l'élection présidentielle en avril 2018. Que pense la nouvelle société civile congolaise? Pour le savoir, nous avons reçu pour vous M. Jonas Tchombela. Nous allons les découvrir dans cet élément et on se retrouve juste après. Jonas Tchombela Kabiena est l'un des défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo et est compté parmi les principales figures de la société civile congolaise. Licencié en sciences économiques, option gestion financière et marketing à l'université William Booth à Kinshasa, époux et père, Jonas Tchombela est, depuis le 13 février 2009 jusqu'à ce jour, coordonnateur national et fondateur de la nouvelle société civile congolaise, une plateforme regroupant 400 organisations non gouvernementales en RDC. Le 6 juillet 2012, il est élu secrétaire national permanent de la coalition des organisations de la société civile de la RDC. Membre de la société civile de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, du groupe des contacts aux concertations nationales du 16 juin au 13 octobre 2013, Jonas Tchombela a assumé les récentes fonctions de rapporteur général du dialogue national du 1er au 20 septembre 2016. Aujourd'hui, Jonas Tchombela est l'invité du Salon Congo. Monsieur Jonas Tchombela, bonjour. Bonjour. Dites-nous comment se porte la nouvelle société civile congolaise? Bon, à ce jour, il ne faut pas dire que la nouvelle société civile congolaise se porte très bien. À partir du moment où le pays lui-même ne se porte pas bien, vous comprendrez que la santé de la nouvelle société civile est à ce niveau-là aussi inquiète. Donc nous sommes inquiets sur l'avenir de notre pays. C'est un peu cela la santé de la nouvelle société civile. Comment faire? Il faut qu'il y ait de bons médecins. On va revenir un tout petit peu sur le dialogue. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous avez claqué la porte? Il fallait commencer par nous poser la question pourquoi nous sommes arrivés au dialogue. Pourquoi vous êtes allés au voilà, dialogue? c'est cela. Donc nous sommes arrivés au dialogue d'abord. Il y a une raison principale. Et elle est simple. Lorsqu'on observe notre constitution, lorsqu'on observe le comportement du gouvernement, pendant près de 5 ans, deux choses ou trois se dégagent. La première, il n'y avait pas une volonté politique d'amener le peuple congolais aux élections dans les délais tels que la Constitution le prévoit. Ça, c'est un premier constat. Deuxième constat, il y a une volonté ferme de retarder tout et à tout prix. Et cette volonté-là est visible à travers les actes, gestes des gens. 3. Lorsqu'on va dans la Constitution, lorsque nous sommes dans un cas où on nous a plongé de façon délibérée de cette manière-là, et la Constitution ne nous dit rien sur ce qui pourrait se passer s'il n'y a pas élection. Donc, dans de tels cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un compromis politique. Et c'est ça la raison principale qui a fonctionné pour que la nouvelle société civile puisse accepter d'aller au dialogue. Vous savez que nous étions parmi les gens qui trouvaient le dialogue inopportun. Mais nous ne savions pas aussi qu'il y avait une faible volonté politique de ceux qui devaient nous accompagner aux élections. Donc, parce qu'il n'y a pas un cas, la Constitution ne prévoit pas les cas là où il n'y a pas d'élection, qu'est-ce qui va se passer? Il faut un compromis politique. Nous avons dit, ok, autant prévenir que guérir. Comme le dégât, le chaos se pointe devant nous, nous acceptons d'aller au dialogue. C'est cette raison principale pour contribuer à ce qu'on trouve une solution consensuelle pour remettre les élections sur le processus électoral. Ce qui a fait que nous avons été au groupe de travail, nous avons travaillé avec les amis, nous avons été comité préparatoire et nous voilà encore jusqu'au dialogue. Mais alors, à ta dernière question, pourquoi la nouvelle société civile a claqué la porte? Non, mais au groupe de travail où nous étions, je prends ici à témoin M. l'abbé Cholet, donancier de la Senko. Tout le temps avec M. l'abbé, nous essayons de susciter cette question, déjà au groupe de travail, en disant qu'il ne faut pas minimiser une tendance politique de notre pays qui a une certaine opinion acceptée par le public, les négliger et ne pas prendre en charge ses préoccupations, ça risque d'être un danger pour l'accord ou les résolutions du dialogue. Et nous l'avons soulevé au groupe de travail. Parmi nous, il y avait des collègues
qui estimaient que non, nous pouvons aller même sans et le pays peut toujours marcher, tout cela. Alors, ça c'était au groupe de travail. Au comité préparatoire, la question a été tout le temps soulevée, mais jamais elle a eu l'écho favorable pour... Il n'y avait pas une volonté politique. De la part de? De la part d'abord de tout ce qui était au comité préparatoire, d'aborder cette question de façon beaucoup plus claire et de façon à trouver la solution. Nous avons dit, peut-être que la question peut continuer à se poser au niveau de la grande plénière. Et cette question a continué à être posée. Je crois le maître Razaira Sourouberois est revenu sur cette question plusieurs fois. Et Adolphe Mouzito avait beaucoup d'inquiétudes sur cette question. Et bien d'autres collègues au dialogue. Ça veut dire que l'échantillon que nous étions minimes s'alourdissait. Mais personne ne pouvait nous écouter parce qu'il y avait cette volonté-là de cette manière. Ce qui fait que l'activité qui s'est passée le 19, le 20, était le déclic pour nous. Nous ne pouvons plus supporter de parler à l'intérieur paix alors qu'en dehors on tue. Des biens matériels sont en train d'être vraiment mis à moule. Votre siège a été saccagé. Notre siège nous-mêmes a été saccagé. Mais on peut récupérer le siège, mais ces compatriotes qui sont morts, comment pouvons-nous les récupérer? Voilà pourquoi nous avons dit non. Nous ne pouvons pas indéfiniment continuer à faire sourd l'oreille à cette revendication des rassemblements, pour je voulais dire les mots. Essayons de voir comment on peut prendre cette donne en considération au niveau du dialogue. Les gens ont fait fi et vous le souviendrez, même à la société civile où je suis, dès que je quittais, ils sont précipités pour trouver notre porte-parole pour le remplacer. Même pas compatir avec ce qui nous arrivait. Ce n'était pas grave parce que nous, on croit à certaines choses, nous croyons à la paix. Plus loin, même une frange de la société civile qui avait dit quitter la société civile à cause de ma présence est rentrée quand elle a appris que je suis parti. L'accord a été signé. L'élection présidentielle, c'est pour avril 2018 pratiquement. Et la primature à l'opposition. Quelle est la position de la société civile? Vous regrettez d'être parti du dialogue? Je ne regrette rien parce que la solution n'est pas là. Et je ne pense pas que cet accord soit opposable à tous parce qu'il y a absence d'inclusivité. Je ne regrette pas d'être parti, mais je crois qu'il y a encore moyen de sauver des choses. Je ne dis pas que ce qui est fait mauvais, mais il y a encore moyen de mieux faire. C'est ça qui a manqué. Donc la primature, vous dites à l'opposition, la Constitution elle-même ne dit pas qu'il faut donner la primature à l'opposition. Vous voyez déjà, c'est un compromis qui compromet même l'esprit et la lettre de la Constitution. Et en ce moment, ça veut dire quoi? C'est une nouvelle majorité qui s'est reconstituée. Il faut le dire en des termes trop clairs, tels que les choses se présentent. Parce qu'on n'a pas changé la Constitution, c'est une nouvelle majorité qui s'est organisée, qui s'est créée. Il faut le dire comme cela. Alors, la primature va, dans ces conditions-là, à la nouvelle majorité. Nous voyons maintenant les élections, vous dites qu'elles sont prévues en avril 2018. Là encore, il y a des zones de flou. Il y a des zones de flou. Il faut dire, la CENI, là, s'il n'arrive pas à le dire, elle doit être inquiète. Elle avait prévu 504 jours. Ça veut dire jusqu'au 25 novembre 2018. On ramène, elle le disait, elle les avait expliqué techniquement. C'était techniquement que la CENI est arrivée à cette date-là. Mais du coup, par la volonté politique, on ramène jusqu'en avril 2018. Peut-on nous expliquer comment techniquement on a pu faire pour revenir à cela? Et quel est le fond? Parce qu'il y avait des opérations qui étaient prévues. La CENI nous expliquait qu'elle avait 400 actions qui étaient prévues. Comment on a su comprimer sans toucher à la séquence électorale elle-même qui pose déjà des problèmes. Parce que d'après le calcul de la CENI, c'était jusqu'à 25 novembre 2018. Comment on a ramené jusqu'à... Donc ça montre de l'arbitraire. Alors nous craignons que cette date ne soit pas aussi tenue et que le glissement là soit encore une fois de plus mis en question. Et en avril 2018, je crains fort qu'on n'ait pas des élections. L'inquiétude, c'est au pays, mais c'est aussi à l'étranger. Avant de revenir sur les prises de position des différents partis qui n'ont pas pris part au dialogue, on va essayer de décortiquer un tout petit peu la position de l'Union européenne et même des États-Unis. La pression s'accentue. On a vu Jean-Marc Ayrault dire que l'accord tel qu'il est signé ne résout rien. Le problème, c'est que le président doit haut et fort déclarer qu'il ne va pas se représenter et fixer une date, alors que c'est la CENI
qui a la compétence pour organiser les élections. Quelle est votre position par rapport à ce que dit le ministre des Affaires étrangères de la France? Mais c'est son point de vue, je le respecte. C'est son point de vue sur base des données qu'il a sur notre pays. Et c'est nous qui avons exposé notre pays à ce qu'on puisse dire n'importe quoi sur notre pays. Je crois que moi, je ne regrette pas ce point de vue, mais je regrette ce qui a mené, notre comportement a amené les partenaires à prendre des positions parfois de dictat sur notre propre pays. Donc nous devions nous poser la question au lieu de s'inquiéter de ce qu'ils disent de nous. Qu'est-ce que nous on fait pour qu'on ait des élections? Qu'est-ce que nous faisons pour qu'on respecte notre constitution? Qu'est-ce que nous on fait pour que finalement nous puissions respecter des valeurs démocratiques? Qu'est-ce que nous on fait pour casser avec les violations des droits de l'homme dans nos sociétés? C'est cela qui devait nous incomber comme question. Et ce qui fait que les autres arrivent à poser des problèmes sur notre pays. Donc, moi, je pense que la question de la poser sur la position française, il faut la poser sur la position congolaise. Qu'est-ce que nous on fait pour qu'on n'en arrive pas là? On va revenir au pays. Mercredi, le rassemblement a appelé à une journée ville morte. Est-ce que vous avez travaillé mercredi? Ah, mais je ne pouvais pas sortir. Vous Pourquoi? savez que je craignais... Vous avez suivi le mot d'ordre du rassemblement? Vous savez, le problème c'est celui-ci. La circulation était d'abord difficile. Il n'y avait pas la circulation. Et je me demande comment je pouvais me déplacer sans circulation. C'était déjà un problème. Donc, à partir de ce moment-là, il y a une conscience. Vous savez, aller dans des pays occidentaux, il y a ce qu'on appelle l'opinion publique. Et au Congo, l'opinion publique est en train de se former. Il suffit qu'une opinion qui est favorable à telle tendance politique puisse être comprise et l'action peut passer. Et je crois que l'action qui est passée le mercredi, c'est une action citoyenne. Moi, je n'y vois pas d'inconvénient parce que ça fait partie des actions non violentes reconnues par la Constitution de la République et aux partisans politiques, qu'ils soient de la majorité comme de l'opposition. Ils peuvent recourir à ces moyens non violents pour revendiquer ou contester une situation qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Moi, je crois que ça fait partie de la démocratie et je ne suis pas inquiet pour ça. Alors, Lambert Mende, le ministre porte-parole du gouvernement en charge des médias et de la communication, est passé sur une chaîne internationale il y a quelques semaines. Il a dit haut et fort que le président de la République n'a aucune obligation constitutionnelle de dire qu'il ne va pas se représenter. Pourquoi il y a une fixation autour du chef de l'État? Mais vous savez, lorsqu'on voit le comportement de la classe politique et le Parlement qui est l'autorité budgétaire, il sera seulement à la dernière minute qu'il fallait qu'il y ait des élections au mois de septembre. Mais en 2011, déjà, il fallait prévoir l'enveloppe sur cette section-là. Personne ne contrôlait. On se rend compte à la dernière minute. Déjà un problème de la volonté politique des législateurs lui-même qui ne voulaient pas avoir les élections, qui voulaient avoir le glissement. Les législateurs, là, ils sont dans le schéma de glissement. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand vous observez la Constitution de la République, il y a un serment dedans. Il y a un serment dedans. Lorsqu'on n'arrive pas à faire respecter la Constitution, lorsqu'on n'arrive pas à obtenir les élections, alors qui doit répondre? Qui est le garant de la Constitution? Qui doit répondre? Je crois que le ministre devra se référer à la Constitution. Qui est le garant de la Constitution de la République? C'est lui qui doit répondre, c'est lui qui doit fixer l'opinion. Sur toutes les frustrations qui sont aujourd'hui à travers notre pays sont liées à cette volonté. Si le président pouvait rompre le silence, ça coûte quoi? Parce que ce n'est pas une obligation, mais c'est moral. C'est moral. S'il pouvait rompre le silence, je crois que toutes ces agitations à travers le pays et toutes ces scènes de violence, on épargnerait même certaines vies des personnes dans notre pays à cause de seulement ces mots-là. Parce que c'est un mot qui sauve, c'est un mot moral, parce qu'il y a tout cela. Donc, comme il n'arrive pas à fixer l'opinion sur cela, c'est comme ça qu'on lui prête d'intention. Peut-être le pauvre, il n'en a même pas l'intention, mais comme il garde le silence, voilà l'inquiétude dans l'opinion. Il y a une année pratiquement, il s'est tenu à Kinshasa les concertations dites nationales, à l'issue desquelles un gouvernement a été dégagé. Aujourd'hui, on a signé un accord politique. Un gouvernement sera mis en place dans les jours ou dans les semaines qui arrivent. Quelles sont les chances? Parce qu'aujourd'hui, on estime que la centaine de résolutions prises dans le cadre des concertations nationales n'ont jamais été exécutées à plus de 70%. Quelles sont les chances de cet accord? Quelles sont les chances, selon vous, Jonas Tchombela, de ce gouvernement qui va bientôt naître par rapport aux défis qui pointent à l'horizon? Vous savez, un gouvernement qui n'est sur base de contestation n'a pas d'avenir. Déjà, il est rejeté. On ne l'a même pas encore vu, il est rejeté. Mais c'est ça que nous redoutait. C'est ça que nous ne voulons pas qu'on en arrive là. Nous voulons qu'on prenne en charge les préoccupations de ces groupes de l'opposition
pour que finalement l'accord qui sera obtenu de ce dialogue soit un accord inclusif, consensuel, qui peut être opposable à tous. Dans tout le cas, c'est un accord qui n'est pas contraignant. Il n'y a aucune force de loi. Si on n'est pas arrivé à respecter la Constitution pendant près de 5 ans, je me demande un simple accord qui est la simple volonté de l'individu qui s'est engagé, comment peut-il être accepté, ou bien être négocié, ou bien être respecté? C'est toute la question est là-bas. Donc à ce stade, moi je pense que le gouvernement là, ça ne sert à rien de le précipiter pour le mettre sur pied. Il faut revenir, rechercher l'inclusivité pour que ce soit un gouvernement consensuel, accepté par tous, qui peut engager tous. Mais à ce stade, ça paraît comme un gouvernement qui engage une partie, qui n'engage pas une autre partie, et le désordre est en vue. Nous allons sortir un tout petit peu de la situation politique. On va faire un aperçu sur l'état des lieux des droits humains en RDC. Quel bilan faites-vous autour de la question des droits de l'homme en RDC? C'est très négatif. Extrêmement négatif. Vous avez qu'à voir, je ne vais pas aller très loin. Vous voyez ce qui se passe à Béni, le massacre des Congolais. Et les gens se complaisent toujours à dire on a tué 50, on a tué 30, mais jamais une lutte contre ceux qui font ce travail-là n'a jamais été très sérieuse. Et on n'a jamais traduit personne devant la justice. Et on n'a jamais retrouvé ceux qui tuent et ceux qui violent à l'est de notre pays. Lorsque vous allez à Kananga, à Dibaya, il y a un chef coutumier qui a été tué là-bas et les policiers qui ont perdu la vie là-bas. Personne ne peut nous dire exactement qu'est-ce qui s'était passé, quel était le motif. Lorsque vous revenez à Kinshasa, je rentre le 19, 20 et 21 janvier 2015. Il s'est passé dans cette ville des événements. On a tué des Congolais dans cette ville. Les magasins des gens ont été saccagés dans cette ville, mais les enquêtes ont été ouvertes. Où est-ce que vous en connaissez les résultats? Vous connaissez, dans cette ville, on a parlé d'une histoire de fausse commune. On a dit qu'on peut exhumer pour voir qui sont dedans. Est-ce que vous en avez les résultats jusqu'à ce jour? Ce qui se passe le 19 et le 20 septembre dernier, les enquêtes sont ouvertes et je vous donne rendez-vous si on aura les résultats. Donc ce tableau extrêmement sombre ne donne pas une bonne image de notre pays. Les libertés des mouvements de certaines personnalités politiques est dangereusement touchées. Vous n'avez qu'à voir le dernier en date, ce monsieur Chibala de l'UDPS. Il ne pouvait pas voyager parce qu'il allait en soins. Voilà, au lieu d'aller en soins, il se retrouve en prison. Ouais, de telles choses ne donnent pas une bonne image de notre pays. Il faut qu'il y ait une volonté politique réelle qui doit amener les choses. Vous connaissez beaucoup, si la liberté d'expression, combien de médias sont aujourd'hui fermés et on ne sait pas pour quelles raisons ces médias sont fermés. Les raisons, quand vous suivez dans le détail, les raisons sont les raisons politiques, les intérêts politiciens qui sont touchés dans cette situation. Les enquêtes sur des meurtres qu'on a connus, je n'arrive sur le cas des journalistes que vous êtes. Quand vous connaissez l'enquête sur Serge Maïch, qui est de Radio Kapi, vous connaissez la suite. Pascal Kabungulu à l'est de notre pays, est-ce que vous connaissez la suite? Floribert Chebeya, est-ce que vous connaissez la suite? Vous voyez, il y a des cas qui ont terni terriblement l'image de notre pays qu'il faut humaniser. Moi, j'étais très content avec le ministre de l'Intérieur, le professeur Évariste Bouchab. Je l'ai rencontré aux premières heures de son arrivée au gouvernement. Il m'avait dit qu'il est tenté de penser d'humaniser les milliers de sécurité pour que ce soit cela. Et nous avons même pris rendez-vous pour voir dans quelle mesure il pouvait rencontrer les militants des droits de l'homme chaque mois pour faire le point, pour améliorer l'image de ce qui se passe de nos services. Malheureusement, c'était une mauvaise expérience, elle n'a pas pu continuer. Et peut-être qu'elle pourra continuer d'une manière ou d'une autre. Ce sont des choses comme cela qui ont tenu l'image de notre pays. Et des cas de violation des femmes à l'est de notre pays, ce n'est plus là à démontrer. Donc vous connaissez ce qui se passe dans l'espace de notre pays. Je vous donne notre cas. Je suis dans une activité de sensibilisation et d'éducation civique et électorale. Mais voilà, dans la commune d'Ensélé, le procureur qui est là-bas peut nous interdire qu'on ne peut pas réunir les gens dans une église, un endroit fermé. Avec leur concours, nous les avons même invités. Il nous a interdit, et ça se passe le 17 de ce mois, 17 octobre. Ça se passe le 7 octobre. Est-ce que si je pouvais encore en parler, ça ferait encore une bonne image de notre pays? Nous voulons sensibiliser la population des élections avec le concours des autorités. Nous voilà devant les autorités qui nous refusent le travail sur le terrain. Est-ce que vous imaginez ça? Nous tendons vers la fin de cette émission. Moi, je vais vous donner la parole pour la dernière fois. Quel est votre vœu pour la RDC? Moi, je veux un Congo nouveau, avec des hommes nouveaux. Un Congo
qui est à la tête de l'Afrique et qui donne la direction des choses. Et nous devons nous réveiller. Je rêve ce Congo que musée Laurent Désiré Kabila a rêvé. Je rêve ce Congo que Joseph Maloula, le cardinal Maloula a rêvé, Simon Kimbangu a rêvé, et tous ceux qui sont passés à la tête de ce pays ont rêvé. Ce Congo-là n'est pas encore demain. Mais je pense qu'il faut le travailler aujourd'hui pour l'avoir demain. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de votre émission. Je rappelle, aujourd'hui nous avons reçu M. Jonas Tchombela. Il est coordonnateur national de la nouvelle société civile congolaise. Avec lui, nous avons essayé de comprendre les enjeux de l'heure, la situation politique en RDC. Merci M. Jonas Tchombela. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.